Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans votre rendez-vous d'information sans transition. Vous êtes à l'écoute des programmes de Radio Orion, c'est le rendez-vous de jeudi, la rubrique Vos élus vous parlent. Et oui, vous pouvez parler à vos élus en appelant, vous connaissez le principe de l'émission, à présent au 08 92 23 34 00. Alors ce soir, j'ai l'immense plaisir de recevoir le maire de Clichy dans le 92, monsieur Gilles Catoire, maire socialiste de retour du Forum social de Dakar. Avec lui, décryptage de l'actualité hexagonale, mais aussi internationale. Le Forum social et la question de la dette, les démocraties naissantes ou émergentes, si vous voulez, avec ce vent qui souffle sur tous les pays arabes. On a assisté, vous le savez, à la révolution tunisienne, suivie de la révolution égyptienne. 2 chefs d'État sont tombés grâce à une mobilisation inédite sans précédent des peuples. On parlera également des cantonales, des problématiques d'intégration, d'éducation et enfin cette information qui concernera les exclus du système éducatif, une nouvelle école de la deuxième chance qui verra le jour bientôt, donc dès la rentrée prochaine ou même avant. On parle du 1er mars, on verra tout à l'heure avec monsieur le maire, donc dans le 92 et vos questions sur toutes ces questions bien sûr au 08 92 23 34 00. Moi, j'ai participé à un certain nombre de forums sociaux, notamment à Porto Alegre, mais aussi en Afrique. Et il y avait déjà un certain nombre de délégations du monde arabe qui étaient présentes. Alors, par contre, ce qui était rarement pris en compte, c'est que c'était la capacité des mouvements de la société civile du monde arabe de mener jusqu'au bout des combats. Et je pense que justement, ce qui s'est passé au mois de décembre en Tunisie, puis ensuite en Égypte, et l'ensemble des mouvements auxquels on assiste ces derniers jours encore, montre la capacité de la société civile dans le monde arabe de faire aussi avancer ses propres revendications. Et justement, l'actualité a fait qu'on en a quand même plus parlé cette année. Ah ben c'est évident qu'au Forum social, la Tunisie et l'Égypte étaient au cœur des discussions parce que l'ensemble de ces bouleversements majeurs, le fait d'avoir fait partir un dictateur et un président à vie, c'est évidemment quelque chose de tout à fait fantastique. Et ça casse. Et je pense que c'était pour moi quelque chose d'important. Voilà, vous avez entendu. Vous avez reconnu cette voix, certainement. Monsieur le maire, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Nadia, j'ai aussi le plaisir d'être avec vous une nouvelle fois. Eh bien, tout le plaisir est pour nous. En tout cas, c'est une voix que vous avez reconnue. José Bové n'était pas à ce rendez-vous. Par contre, vous étiez donc oui, au Forum social de Dakar. J'étais aussi à celui de Porto Alegre. Et effectivement, à Dakar, on parlait très peu du monde arabe, qui était, à part le Polisario et quelques groupes marocains, très absents. Je crois qu'on a surtout parlé de l'Afrique, avec l'idée que l'Afrique est en mouvement. On a beaucoup parlé des élections en Guinée, où il y a quand même une démocratie après 22 ans de dictature, de ce qui se passe au Gabon aussi en ce moment, malheureusement de la Côte d'Ivoire, mais quand même du Niger aussi, un deuxième tour. Donc l'idée que la démocratie est en marche en Afrique, ça a beaucoup apparu comme un point important. Pourquoi une sous-représentation des populations et du monde arabe dans ce type de rendez-vous? Justement, c'est la question qu'Angelina Dionisi a posée à José Bové. Alors moi, je n'ai pas d'explication, mais peut-être qu'ils avaient des difficultés à venir au point de vue visa. Disons, ils étaient sur place quand quand on bouge dans son pays. En général, on se déplace pas tellement à l'étranger. Et puis, je vois aussi ce qui m'a beaucoup frappé dans les ONG que j'ai vues, c'est le poids des femmes, la surreprésentation, mais au sens positif du terme, des femmes. Et peut-être que quand il y a des délégations du monde arabe, on voit pas autant de femmes dans les responsabilités d'organisation que dans le reste du monde. Notamment, il y avait beaucoup de gens d'Amérique latine, d'Afrique centrale ou d'Afrique du Sud, d'Océanie, des Indes, etc. Donc, mais c'est vrai quand même qu'en filigrane, c'était quand même un point important du débat actuel. Et surtout, moi j'ai eu un débat animé par Massimo D'Amela, l'ancien leader de la gauche italienne, et qui disait finalement on parle beaucoup des Américains, mais Obama, avec un président noir, les États-Unis ont une meilleure image que la communauté européenne dans ces pays, et que le problème, c'est vraiment la faiblesse de la voix et de l'autorité morale de la communauté européenne. Et ce qui se passe en France, l'affaire Alio-Marie et d'autres, etc., ce que fait Berlusconi avec Kadhafi, etc., ça a quand même terni beaucoup l'image de la communauté européenne. Alors, mais bien sûr, ce mouvement qui est né dans le monde arabe a surpris plus d'un. J'imagine qu'il a figuré en bonne
position pendant ce rendez-vous. Donc un mouvement de protestation, je le disais, inédit après la chute de 2 régimes, la Tunisie de Ben Ali et l'Égypte de Moubarak. Ce soir, Paris déplore l'usage excessif de la force et s'est déclaré particulièrement, je cite Madame Alioumari, donc il s'est déclaré particulièrement préoccupé par les derniers développements intervenus, notamment à Bahreïn, en Libye et au Yémen. Donc, je le disais, déclaration faite par la chef de la diplomatie, Madame Alioumari. Que vous inspire cette déclaration? Je crois que malheureusement, la voix de Madame Alioumari est un peu une voix qui est difficile à crédibiliser pour faire entendre la France aujourd'hui. Je pense qu'il y a d'autres voix qui doivent se faire entendre au plus haut niveau. C'est la voix de la France. Mais la voix de la France, c'est effectivement que la France a aussi aidé ses armées, fait beaucoup de fournit du matériel militaire. Donc maintenant, elle déploie la force, mais elle a certainement contribué aussi à créer ces situations. Donc elle a sa part de responsabilité. Je crois que on ne peut que condamner, mais la France n'est pas en situation, malheureusement, de donner des leçons aujourd'hui. Il n'empêche que la démocratie est en cours dans ces pays, c'est quelque chose de très important et que ça se développe partout, et que moi qui suis un ancien de mai 68 à Nanterre, à l'époque c'était l'Allemagne, c'était la révolte des étudiants américains par rapport à la guerre au Vietnam, je pense que c'est un peu le même type de phénomène qui est en train de naître aujourd'hui. Alors force est de constater, bien entendu, Monsieur Gilles Catoire, que ces mouvements n'ont pas été initiés par l'Occident, c'est une génération nouvelle, des jeunes, un soulèvement populaire, il faut le dire, qui a été fait par le peuple. Et c'est pas paradoxal que l'Occident, qui a toujours encouragé les principes de démocratie, qu'il ait été absent, justement, pour ne pas dire totalement absent, pendant ces révolutions. Je pense qu'on peut le regretter, d'autant plus qu'il y a, moi je l'ai vu aussi en Afrique, de nouveaux dirigeants, de nouveaux responsables politiques qui sont des jeunes formés, qui ne sont pas des gens que on peut balader en quelque sorte, et c'est important, qui ont la capacité de gestion, la volonté, c'est quelque chose de très très important. Je suis aussi de près ce qui se passe en Algérie, parce que à Clichy, on a des familles en Algérie, au Maroc, en Tunisie, donc par Facebook, ils sont de la famille, ils nous disent un petit peu ce qui se passe là-bas. Et c'est un monde que vous connaissez très bien, on va revenir justement, vous voyez, dès qu'on parle du monde arabe, et les auditeurs s'empressent justement à réagir, et nous avons donc une première auditrice qui nous appelle au 08 92 23 34 00. Monsieur Gilles Catoire, je vais vous demander de porter le casque afin de pouvoir donc répondre à notre auditrice, Myriam, qui nous appelle, pas du 92 j'imagine. Myriam, bonsoir. Bonsoir Nadia, bonsoir Monsieur le maire. Bonsoir. On parle toujours de la révolution dans le monde arabe. Moi j'ai une question à Monsieur le maire. Ces présidents-là qui sont restés des décennies, juste après, ce sont des pays qui étaient colonisés, juste après un colonialisme. Et quelque part, cette révolution, ils veulent aspirer au modèle démocratique occidental, mais est-ce que ça sera vraiment un modèle occidental? Donc, on a la laïcité dans ce modèle de la démocratie, on a la laïcité qui, cette laïcité, malgré qu'on montre qu'on veut pas des islamistes, qu'on veut pas d'eux, la laïcité dans les pays, dans le monde arabe, elle est un petit peu, on peut pas dire au schéma de l'Occident, on peut jamais séparer le religieux du politique. Déjà les discours, quand on commence les discours, on le commence au nom de Dieu miséricordieux. Donc est-ce que le modèle occidental, on veut l'imposer au monde arabe, ou on veut vraiment une démocratie spécifique? C'est ce que vous voulez dire, Myriam? Une démocratie spécifique. Oui. Voilà. Oui, alors moi je crois que la laïcité, il n'y a en Europe que deux pays qui ont une constitution laïque, c'est la France et le Portugal. C'est l'exception ni l'Espagne, ni l'Italie, ni la Grande-Bretagne, ni même l'Allemagne, où il y a un concordat, ne sont des États laïques. Donc la laïcité, c'est une spécificité liée à l'histoire française. Donc je crois que il s'agit pas d'imposer un modèle occidental. Il n'y a pas un modèle occidental. Par exemple, les anciens pays d'Europe centrale qui ont échappé au communisme, ceux qui fait partie de l'Autriche-Hongrie avaient une culture politique au départ plus forte que ceux qui faisaient partie
sorti de l'Empire turc. Et bon, et après, la démocratie s'est installée aussi dans ces pays. Donc, je crois qu'il n'est pas question d'imposer un modèle. Et d'ailleurs, c'est pas comme ça que c'est vécu là-bas. Et ceux qui font justement de la propagande pour dire c'est une propagande américaine, sioniste, occidentale, etc., pour essayer de dévaloriser les démocraties, ça ne prend pas sur les populations. Et Myriam, en fait, quand elle parlait justement des anciennes colonies, allusion faite, bien entendu, à la Tunisie, à l'Algérie et aussi le Maroc, c'est de dire est-ce que justement dans ces pays, il y a une place à la laïcité? Écoutez, je le souhaite. Là, je vous donne un exemple. J'ai reçu hier le nouveau gouverneur général de la Grande Comore, M. Tabarka, parce qu'il y a un nouveau président de la République. C'est un pays qui a eu l'indépendance, n'a jamais eu de coup d'État. Il y a une démocratie très 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 active dans ce pays-là. Donc la démocratie, c'est pas forcément quelque chose. Non. Enfin, alors, la laïcité, je crois que chaque pays doit construire en fonction de son histoire. Mais c'est vrai que dans ces pays, il y a des forces religieuses, mais il y a aussi des forces laïques et des gens qui veulent vivre leur diversité autrement et qui doivent pouvoir l'exprimer. Absolument, le pouvoir l'exprimer. Et justement, le monde arabe, je le disais tout à l'heure, Monsieur Gilles Catoire, vous connaissez bien ce monde, vous vous rendez souvent en Algérie, au Maroc. Écoutez, vous étiez il n'y a pas longtemps au Qatar, là on peut le dire aussi. Oui, j'ai été au Qatar, donc j'ai salué le fait qu'ils aient la Coupe du Monde de foot. Là, en rentrant de Dakar, je me suis arrêté un week-end à Casablanca et c'est intéressant parce que je connais un petit peu la ville et je me suis invité par mon ami Saïd Tarmaoui, l'acteur que vous connaissez, et puis aussi par les sportifs du Raja de Casablanca que j'ai pu aller voir. Mais je me promenais dans la rue piétonne, la Prince Moulay Abdallah, et habituellement dans les cafés on regarde les matchs de foot. Et là tout le monde était sur Al Jazeera ou sur Canal 24 à regarder l'Algérie, avec un petit peu un sentiment de dire nous on a un coup d'avance. Bon, c'est ce que disait la presse écrite là-bas. Oui, parce qu'il y a eu déjà les noms de 50. On verra. Alors bon, qu'est-ce qui va se passer au Maroc? Moi, j'ai pas de leçons à donner. Je pense qu'en Algérie aussi, il y a des mouvements sérieux, mais en Algérie, il y a aussi des partis politiques. Donc il y a une volonté d'avoir ce pluralisme. Qu'est-ce qui va se passer dans ces pays? On va le suivre avec. Alors, qu'est-ce qui va se passer justement en Algérie? C'est un pays que vous connaissez, et puis même les auditeurs. Je crois pas suffisamment. Je suis incapable de dire aujourd'hui ce qui va se passer. On est à l'écoute. Lorsque le président Bouteflika déclare justement, il avait quand même anticipé pour désamorcer un peu la crise en annonçant donc la fin de l'état d'urgence qui a été décrété déjà depuis 19 ans. Donc visiblement, Yahya le Premier ministre vient d'annoncer qu'il sera levé dès la fin du mois de février. Lorsque Bouteflika dit l'Algérie... Pourquoi il ne le lève pas tout de suite? Pourquoi attendre la fin du mois? Est-ce qu'il faut retenir jusqu'à cette date? Absolument, c'est peut-être aussi la question qu'il faut se poser lorsqu'il dit que l'Algérie n'est pas la Tunisie et n'est pas également l'Égypte. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense qu'en Algérie, j'y suis allé, même s'il y avait un pouvoir très centralisé, il y avait quand même une liberté de la presse, un climat de débat qu'il n'y avait pas en Tunisie. Il n'y avait pas la censure en Algérie, surtout, comme il y a, même si c'est pas parfait, que les journaux peuvent avoir des difficultés. Mais les médias ne sont pas ouverts, les médias longs ne sont pas ouverts à l'opposition algérienne. Par contre, la presse écrite, il y a 4 cadres enchaînés en Algérie, donc c'est un point important. Et en ce qui concerne le Maroc, je vais vous faire une confidence. Je sais pas si je serais très populaire là-bas en la faisant, mais il y a quelques années, j'ai rencontré, il était en exil en France, Monsieur Driss Basri, l'ancien ministre de l'Intérieur. Il m'a dit, j'avais conseillé au roi avant de partir de prendre modèle sur le roi d'Espagne, d'abonder toute sa fortune privée et ses châteaux, comme en Espagne, c'est des paradors, d'en garder un et de séparer, de ne plus avoir, comme le roi d'Espagne, qu'une liste civile et de ne plus avoir fortune privée. Je sais pas si c'est une idée, mais je crois que le débat en Maroc, il est comme sur la question autant il y a un pluralisme politique, il y a des élections, sur la séparation de ce qui est public et de ce qui est privé au niveau économique. Et même à propos de ces grosses fortunes, on l'a vu également aussi bien avec les deux présidents déchus, Ben Ali et Moubarak. Et effectivement, et peut-être il y a de nouvelles mesures qu'il faut instaurer dans le monde de demain. L'Occident n'a rien fait. L'Occident n'est pas un modèle non plus. On voit bien que les Occidentaux, c'est pas Berlusconi ni même certains de nos ministres qui vont pouvoir donner des leçons dans ce domaine. Donc, vous êtes un maire socialiste et j'ai envie effectivement d'enchaîner avec des questions un peu qui fâchent. L'international socialiste a quand même protégé les Ben Ali et d'autres, Gbagbo au Côte d'Ivoire. Comment on peut expliquer justement ces soutiens des dictateurs par l'international socialiste? Depuis 30 ans, j'étais au congrès d'Épinay à l'époque. Pierre Jox et Jean-Pierre Chevènement ne voulaient pas que le parti adhère à l'international socialiste. Il y avait un vote très serré. Je crois que Mitterrand avait dit on va faire l'inventaire. Et l'international socialiste, je crois que ça fonctionne bien au niveau de l'Europe, mais au niveau des partis qui
au-delà de l'Europe, il y a effectivement des pesanteurs. Et l'épouvantail de l'islamisme a dû servir de piège. Moi, je suis de ceux qui disent que Ouattara est élu président en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune raison de garder. Il y a des complicités pour garder Gbagbo. Et alors, il y avait un dîner, beaucoup d'élus de l'international socialiste avec des députés européens, et notamment des élus sociodémocrates. Et puis, je veux dire, Massimiliano D'Ambella. Il y a eu l'idée qu'il fallait faire une commission de déontologie internationale socialiste, à la fois exclure les partis qui n'étaient pas démocratiques et peut-être s'ouvrir à d'autres. Il y a des grands partis qui ne sont pas socialistes, comme le parti des travailleurs au Brésil, le parti du Congrès en Inde, des grands partis progressistes, le parti au pouvoir en Afrique du Sud ou au Japon. Peut-être, pourquoi pas, et moi je posais une question aussi, je citais Léon Trotsky en 1905 qui soutenait Jack London, qui était candidat socialiste à la mairie d'Auckland, et dans une préface au temps de fer, il écrit « Il faudra une alliance de la classe ouvrière européenne et du peuple américain. » Pourquoi pas, y compris ouvrir le Parti socialiste conservateur au Parti démocrate américain? La question se pose. Vous avez soumis cette question à Mme Martine Aubry, monsieur? Écoutez, elle n'était pas à notre dîner, mais il y avait beaucoup d'autres élus. Il y avait pas mal de partenaires. Il y avait Kader Arif, il y avait Harlem Désir, etc. Moi, je me suis exprimé dans cette idée. Je crois aussi que on clique aux États-Unis. C'est pas facile, mais il faut aussi associer le Parti démocrate américain à cette réflexion. La question reste posée, monsieur Gilles Catoire. Qu'attend l'International socialiste pour limoger écoutez, nous, on est des militants de base internationaux socialistes. On va faire aussi sur Internet, sur Facebook, on va lancer des messages, écrire au président de l'International socialiste, et j'invite tous les internautes socialistes francophones ou d'autres pays. Eh bien, nous allons lancer un message dès ce soir pour dire il faut une réunion extraordinaire de l'International socialiste, et non seulement Gbagbo, mais est un peu offensif par rapport à tout ce qui représente les dictatures ou les régimes affairistes. Oui. Alors, par rapport justement aux États qui souvent avancent l'argument d'intérêt d'État, l'International socialiste, elle est dans quel jeu? Quels sont les intérêts de maintenir un Ben Ali ou un Moubarak? Je pense que l'International socialiste, c'est un club qui, pour l'instant, manque de totale énergie, n'a pas une véritable ligne politique. Je pense qu'il y a une unité socialiste au niveau de l'Europe, mais au niveau international, c'est pas vrai sur les autres continents, et que tout est à faire dans ce domaine. Eh bien, le problème de la gouvernance mondiale se pose aussi pour les socialistes, d'avoir vraiment... Mais quel était l'intérêt, en fait, de maintenir et de protéger les leaders? Est-ce que c'était aussi le même discours qu'on connaît des remparts contre l'islamisme? Il y avait un intérêt. Moi, je ne siège pas dans cet organisme. Il y avait pas un intérêt. Je crains qu'il y avait des intérêts plutôt qu'un intérêt. Alors, si vous voulez bien, monsieur Gilles Catoire, maintenant on va bien sûr s'intéresser à votre ville. Là, on revient donc au niveau local. La nouvelle donc école de la deuxième chance doit théoriquement ouvrir ses portes le 1er mars. Exact, c'est bien tout près d'ici, rue Pierre, et il y en a une qui marche très bien dans la Seine-Saint-Denis, il y en a une à Marseille, dans d'autres régions. Il y aura déjà une première centaine de jeunes avec la chambre de commerce, avec des entreprises, donc c'est une formation d'alternance, c'est un peu, si vous voulez, un IUT pour des jeunes qui n'auraient pas eu le bac ou qui seraient sortis du système. Et la ville de Clichy, bien sûr, a contribué. La ville de Clichy, avec les autres communes du secteur, avec le conseil régional, le conseil général, mais je dois dire aussi un fort engagement de la chambre de commerce et d'un certain nombre de grandes entreprises qui est important. Alors, contribuer donc à l'insertion professionnelle des jeunes, sans emploi, sans qualification. Le problème, c'est qu'on le voit bien ici, c'est que de plus en plus, les jeunes qui viennent nous dire je veux faire n'importe quoi, il n'y a plus de n'importe quoi. Même dans la mairie, les emplois non qualifiés sont en train de disparaître. Et on a des emplois qualifiés à pourvoir. Donc, il n'y a pas de miracle. Il faut augmenter le niveau de qualification. Et pour les besoins de la ville de... Pas seulement, les besoins du bassin d'emploi, je crois, faut raisonner, qui est celui de la ville. Alors, quels sont les besoins aujourd'hui? Parlons-en, justement. Si vous voulez, on a des besoins incontestablement dans les filières compétentes, que ce soit les nouvelles technologies, l'électronique, les filières commerciales. Les jeunes, les choses démerdent plutôt bien dans les écoles de commerce. Ils sont assez vendeurs, ils se débrouillent bien. Dans les filières aussi de création, beaucoup, de création de mode, création textile. Et peut-être des métiers aussi pas suffisamment connus, pas valorisés. Alors en même temps, il y a toute la tradition des métiers du bâtiment pour lequel il y a des manques dramatiques de professionnels. Et puis surtout, nous, pour les élus, c'est la filière sanitaire et sociale. C'est-à-dire que au début de la chaîne, personne ne veut travailler pour s'occuper des bébés, pour s'occuper des personnes âgées. Or là, il faut des gens qualifiés. On se contente pas de mettre des gens sans qualification. Et donc, on a ouvert avec le lycée aux frais, des formations, toute la filière sanitaire et sociale, surtout avec ce que l'on dit sur la dépendance. Moi, je suis aussi beaucoup ce dossier. Oui. Un des avenirs importants, c'est les emplois pour les personnes âgées. Et très franchement, il faut beaucoup ramer pour convaincre les jeunes d'aller dans ce secteur. C'est un effort qu'on fait aussi. Alors, des questions aussi très, très pratico-pratiques concernant justement cette école, les capacités d'accueil, bien sûr, de cette école,
Qui a droit? Y a-t-il des conditions? Lesquelles? Écoutez, c'est pas un concours comme les grandes écoles, donc il y a une souplesse, il y a un jury, l'enseignement est fait partie par des professionnels, partie par des universitaires, donc c'est fait de façon pragmatique. Les missions locales contribuent à envoyer les candidatures. Et une forte participation, bien sûr, déjà financière de la région. Participation forte financière de la région et du conseil général et des communes. Donc, et puis après, on regarde le cursus des jeunes. Donc c'est très souple. C'est vu, je pense, l'exemple des IUT, qui a une grande souplesse aussi dans le recrutement. Et après, il y a un suivi de ces jeunes. Alors, je suis tentée de vous demander, monsieur le maire, comment se porte le système éducatif, pour ne pas dire l'école de la première chance dans votre ville. Alors, avant, je vous donner l'important aussi, c'est que le temps qu'on trouve un travail, le RSA actuellement pour les moins de 25 ans, c'est dramatique. Et donc, Clichy avait été une des villes, avant que ce soit repris par Michel Rocard, qui avait des 2 villes avec Besançon qui avaient expérimenté le RMI. Et moi, je vais lancer dès cette année une extension du RSA, à pas tous les jeunes, mais à tous ceux qui auront des formations et qui n'y ont pas droit, puisqu'il faut 2 ans d'emploi pour avoir RSA. Et là, il y a des jeunes en situation dramatique. Et si on veut pas qu'ils aillent chercher l'argent dans la drogue ou dans des activités illicites, il faut bien les aider à manger, à vivre. Et les parents peuvent pas toujours suivre. Donc, ça va être une de mes priorités. Ça, c'est quand même une information extrêmement importante. On va essayer de s'attarder un petit peu. Donc, vous allez lancer un RSA jeune. Élargi, oui, c'est ça. Élargi à ceux qui n'ont pas travaillé du tout. Oui, c'était une des conditions qui était mais lié à un plan de formation. Contrainte. École Sciences ou d'autres structures, mais lié à un plan de formation. C'est pas d'envoyer un chèque aux jeunes comme ça pour qu'ils restent chez eux. On n'est pas dans l'assistanat. Donc il y a aussi des chantiers de jeunes qu'on a beaucoup développés. J'étais encore en visiter un hier, des jeunes qui font de la peinture chez des personnes âgées, d'autres qui font des vides caves, qui font du nettoyage. Donc les chantiers de jeunes aussi, de les faire travailler sur des projets. Alors les faire travailler dans ces projets. Alors pour les auditeurs, les jeunes qui nous écoutent en ce moment même sur notre antenne, ils peuvent réagir. D'ailleurs, vous posez des questions précises au 08 92 23 34 00. Dites-moi, monsieur le maire, je suis jeune, je n'ai jamais travaillé. Je vous entends là sur Radio Orient dire oui, mais les jeunes dans le 92, dans mon département, peuvent avoir droit au RSA, même s'ils n'ont pas travaillé pendant 2 ans. Qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement concrètement? Là, on n'a pas encore délibéré, mais concrètement, on va travailler. À partir de quand, déjà? Il y a un pôle, maintenant, il y a une nouvelle structure qui est mise en place par la ville, le conseil général, qui va ouvrir. Les délibérations ne sont pas prises dans les études, mais l'objectif, ce serait que ça fonctionne avant l'été. Vous voyez, c'est l'objectif. Donc, on va dire dès la rentrée, les jeunes peut-être avant, il y a un pôle d'insertion qui est pour suivre les bénéficiaires du RSA. Nous, on va essayer que ça aille un peu plus loin et que les moins de 25 ans, il y a une mission locale, il y a un CCAS, c'est un partenariat avec les structures. Et puis, le gouvernement annonce des mesures expérimentales. Moi, je vais aller voir aussi, comme je sais faire, aller un peu aussi... Alors, qui finance ça? Dites-moi. Pour l'instant, la ville, mais on va demander aussi, dans le cadre il y a des projets expérimentaux du ministère, et donc on va poser notre candidature pour être aussi sur des financements expérimentaux au titre de la politique de la ville. Alors, au titre de la politique de la ville, on rappellera à cet effet que demain, le Premier ministre, François Fillon, se rendra donc en banlieue, et à chaque fois qu'il y a un politique qui se rend en banlieue, c'est toujours un événement. Il sera donc à Courcouronnes, dans l'Essonne, avec bien sûr 2 objectifs, l'emploi des jeunes, l'ANRU. Le président de la République a annoncé un certain nombre de mesures, qualifiées même d'inédites, à savoir l'enveloppe de 500 millions d'euros qu'il a effectivement débloquée pour soutenir tout ce qui est emploi, formation, apprentissage. Je connais bien le maire Stéphane Baudet, on n'est pas du même bord, mais on travaille très bien ensemble à l'Association des maires d'Île-de-France, et donc c'est très bien. Moi, ce que je voudrais indiquer pour les jeunes qui nous écoutent, c'est que quand je vais sortir, on va me dire, monsieur le maire, trouvez-moi un job. La mairie à Clichy, c'est 5% des emplois, 1700 sur 30 000 emplois dans la ville. On peut pas dépasser plus. On n'augmente pas les impôts, on n'augmente pas les moyens. On a fait le plein des emplois non qualifiés. Il y a encore quelques besoins d'emplois qualifiés, mais on a fait le plein. Donc, c'est bien au niveau des entreprises qu'il y a aussi les clauses d'insertion, c'est-à-dire qu'avec l'ANRU. Et vous êtes bien entouré ici. Oui, de toute façon, donc il y a les entreprises. De grosses entreprises. Et puis avec tous les chantiers que nous lançons actuellement, ça va créer au moins 175 emplois avec les clauses d'insertion sur tous les marchés, tous les chantiers, ne serait-ce que tout à côté. Vous en avez un certain nombre. D'ailleurs, on va organiser le samedi 4 mars une visite de tous les chantiers pour les habitants. Je pourrais pas tout faire parce qu'il y en a tellement actuellement. Oui. C'est important. Mais les jeunes, en même temps, il faut qu'ils bougent. Et moi, j'avais emmené à Dakar avec moi des jeunes qui sont sportifs de haut niveau, qui sont au DJ, dans le milieu du showbiz, qui sont
sont des actifs, qui sont des rappeurs, des créatifs. C'est-à-dire qu'il y a les jeunes qui bougent. Et moi, je dis aux jeunes, on vous livrera pas votre avenir à domicile comme une pizza. Ouais. Faut sortir un petit peu. Et les Clichy se démerdent pas mal. Je les vois à Londres, je les en rencontre une centaine qui sont à New York, ailleurs, etc. Ils bougent. Il faut aussi que les jeunes bougent et les aider à bouger. Et donc, il faut les faire sortir de leur complexe. Par exemple, avec la mission locale, il y a des ateliers, on leur apprend à se relooker, à se peigner, à s'habiller, à parler dans un entretien d'embauche. Les filles, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout les garçons qui ont ce type de problème. Et il y a pas mal d'inscrits et ils s'en portent pas mal. Et à partir du moment où ils prennent confiance en eux, y compris des jeunes, moi j'ai des jeunes très brillants, et j'ai pris des jeunes aussi qui sortaient de prison et qui on a fait des peines de substitution, on les aide et on est très fiers. Et 80% de réussite chez ceux-là aussi. Voyez, on n'en exclut aucun. Quoi. Alors peut-être un petit chiffre pour illustrer un petit peu l'ampleur de la problématique des jeunes dans votre ville. Les jeunes représentent quelle proportion ? Écoutez, les jeunes, c'est une ville jeune, c'est près de 30% de la population, les jeunes et les enfants, c'est une ville jeune. C'est une ville jeune et à la fois jeune et très vieille. Il y a beaucoup de gens de plus de 80 ans et beaucoup de très jeunes. Donc la ville est en pleine mutation et avec une démographie très forte. Une démographie galopante. Galopante, pour moi, elle n'a rien d'effrayant, mais je veux dire, elle est normale puisque la ville a rajeuni, il y a des familles avec des enfants, donc c'est bien de les prendre le plus tôt. Alors l'éducation, vous me disiez. Nous, on a aussi, je crois... Les grandes tendances, les grands problèmes... Écoutez, moi, je pense qu'il faut pas... Les écoles de la ville de Clichy. De dramatiser. Les grands problèmes, c'est plutôt les préjugés qu'on peut avoir. Je trouve que nos écoles... Par exemple, si on commence par le lycée, on a très bons résultats au bac, aux examens professionnels. Lycée Newton, lycée Offray, qui est aussi un grand lycée hôtelier. Les collèges, ça marche plutôt bien, les écoles aussi. Donc, il faut que les gens qui viennent, surtout la nouvelle population, ce qu'on appelle les bobos, n'aient pas peur de mettre leurs enfants à l'école publique. Il y a des tas d'activités scolaires, périscolaires. Donc, moi, je vais pas dramatiser la situation et je reproche déjà parfois à certains amis d'extrême gauche de rajouter un peu trop et peut-être par se faire tomber dans le piège et de pas forcément défendre l'école publique comme ils le pensaient. Il y a des problèmes. À Clichy, nous n'avons pas eu pour l'instant de fermeture de classe. Peut-être qu'on aura l'année prochaine. Il y a quelques menaces plutôt sur les collèges. C'est sur les collèges au niveau des heures et sur les lycée, mais on a des projets éducatifs et puis surtout beaucoup les activités périscolaires. On a mis des tableaux numériques dans la moitié des classes et l'année prochaine on aura fait toutes les classes des écoles avec formation numérique, les langues étrangères, le sport à l'école. Donc on fait le maximum pour que tous les enfants. Simplement, ce que je veux dire aux familles, je sais bien qu'il y a des familles peut-être qui ont venu dans des immeubles d'accession à la propriété beaucoup plus élevés qui regardent. Les gens immobiliers me disent, avant d'acheter, les gens viennent regarder les écoles, les collèges. Le fait que vos enfants seront avec des enfants qui n'ont peut-être pas la même origine, c'est une chance, parce que le monde, la vie urbaine, c'est Madame Thatcher qui disait que la débilité de certains dirigeants anglais, c'était qu'ils étaient tous ensemble, l'aristocratie, dans des public schools, qu'ils n'avaient pas fréquenté les autres. Donc le fait de vivre ensemble, c'est un plus. Et je crois que c'est un pari sur l'avenir. Vous êtes en train de nous dire que la ville de Clichy ne souffre pas d'absence de mixité. Ah bon, je m'irrite contre ce discours que j'ai entendu de Madame la Première ministre allemande et le président Sarkozy sur l'échec du multiculturalisme. Je pense que nous sommes une réussite de multiculturalisme et c'est bien ça l'objectif. Retour sur le plateau de Sans Transition dans votre rubrique Vos élus vous parlent, comme tous les jeudis de 19h à 20h. J'ai le plaisir de recevoir ce soir monsieur Gilles Catoir, qui est donc le maire socialiste de la ville de Clichy. Avec lui, effectivement, on a déjà décrypté l'actualité internationale et peut-être une partie de l'actualité hexagonale. On y arrive, mais aussi, bien sûr, avec un focus sur la ville de Clichy, ce qui nous intéresse le plus. Qu'est-ce qui va bouger? Qu'est-ce qui va changer? La nouvelle, il y a au moins 2 nouvelles à retenir ce soir avec vous, monsieur Gilles Catoir. C'est ce RSA que vous allez mettre en place en faveur des jeunes, des moins de 25 ans. C'est pas trompeur, mais aussi l'école de la deuxième chance qui va ouvrir ses portes d'ici le 1er mars. Nos amis auditeurs peuvent également vous demander des explications s'ils souhaitent bien sûr en savoir plus sur toutes ces questions au 08 92 23 34 00. Et j'ai envie de vous dire que vous avez des précisions à nous donner sur le RSA jeune. Vous avez peur de non, justement d'être je suis très engagé dans le projet sur la sur la deuxième chance. D'ailleurs à Clichy, nous allons
démolir le bâtiment de la Fondation Roguin au centre de gériatrie et le reconstruire. Et à la place, faire une résidence étudiante du Crous et des logements pour les jeunes. On va mélanger jeunes et personnes âgées. Et du fait qu'on veut faire la loi sur la dépendance, si on fait pas en symétrie la même chose pour les jeunes qu'on fait pour les personnes âgées, je ne vais pas les opposer. Moi, je suis très intergénération. Donc, je pense qu'il faut mener les deux de front, l'action pour les personnes âgées et l'action pour les jeunes. Voilà, vous êtes un maire très proche de sa population, visiblement, parce que c'est pas ce que disent souvent les auditeurs quand ils nous appellent. Les maires disparaissent totalement quand ils sont pas en campagne. Est-ce que c'est votre cas? Là, je suis pas en campagne. Merci Jacques Salvatore. Je suis pas la semaine dernière qui nous disait de toute façon, moi, je circule pas en voiture, je suis à vélo et la population. Moi, je fais des visites de terrain. Bien sûr, je suis parti quelques jours à Dakar. Ça pourra peut-être me reprocher. Certains de mes adversaires me disent bon, il est parti. Mais après, là, je suis là. Je prends pas de vacances en février. Je vois les uns, je vois les autres. Mais en même temps, il faut avoir le courage. Quand j'ai été élu maire, Gaston Defferre m'a dit si tu veux être élu dans ta journée, tu leur dis 9 fois non, 1 fois oui. Sinon, ils voteront pas pour toi. Donc, faut savoir quand on peut pas. On attend tout du maire. Il faut dire franchement, ça, on vous écoute, on le règle, mais on réglera pas tous vos problèmes. On est là pour trouver des solutions avec vous. Et donc, mais être disponible. Et moi, ce que j'apprécie, c'est surtout maintenant avec Facebook, c'est les jeunes, la confiance. Bon, tout le monde m'appelle Gilou, c'est mon surnom, donc vas-y Gilou, il y a pas de problème. Le contact direct. Et en même temps, ils savent qu'il faut pas me raconter de salade s'il y a des problèmes, etc. Qu'il faut me dire la vérité et qu'on essaie de trouver des solutions. C'est ça qui est important. Vous êtes déjà en campagne pour les cantonales? Moi, je ne suis pas candidat. Non, pas vous, mais enfin, vous participez. Si vous voulez dire un mot sur les cantonales, je crois que la situation des Hauts-de-Seine est particulière, car si on projette les résultats des régionales où la gauche était majoritaire, la gauche, sur le papier, sur la moitié des cantons, pourrait avoir une voie d'avance. Moi, je suis pas sûr que la gauche est la majorité ou la droite. C'est plutôt peut-être certains élus divers droite ou divers gauche qui vont faire la majorité. Donc, l'UMP sait qu'elle n'aura plus la majorité toute seule au conseil. Donc, mais il y a une chance. Il y a une telle division à droite dans ce département qui est inespérée aujourd'hui que Bertrand Delanoë l'a dit. Et moi, j'ai poussé un peu mes amis socialistes qui y croyaient pas au début. Maintenant, ils commencent à y croire. Je vois sur le terrain que la présidence du Conseil général des Hauts-de-Seine peut basculer dès le mois de mars. Eh bien, on a vu effectivement à travers un récent sondage réalisé par OpinionWay qu'il y a un désamour des Français à l'égard de leur politique. Et en particulier aujourd'hui, et ça c'est nouveau parce que le maire a toujours été ce visage sympathique que tous les Français aiment. Et bien justement, il y a une régression à ce niveau de l'ordre de 13%. Je crois que c'est effectivement quelque chose de préoccupant parce que les gens attendent des solutions miracles. C'est pas le maire qui va régler tous les problèmes d'emploi. Il se bat pour le logement, mais il pourra pas tout faire. Et donc un peu la tendance de vouloir. Le maire est une protection de la demande. Et puis je pense aussi qu'un certain nombre de scandales, un certain nombre de choses, surtout dans notre département, de situations qui sont pas toujours très claires, ont pas donné toujours une très bonne image des maires. Donc la question de comportement, de déontologie des élus, il y a effectivement très importante. On va revenir, bien entendu, à l'école de la deuxième chance. 63 sites à travers la France répartis dans 14 régions. Je vais vous dire, c'est une petite goutte dans l'océan, ça. Oui, mais c'est good, mais enfin c'est. Pourquoi ne pas penser à réussir l'école de la première chance? C'est bien l'objectif, effectivement, d'examiner. Mais il y a des changements de pédagogie. L'utilisation des nouvelles technologies devrait effectivement le permettre. Je crois qu'il faut commencer très tôt pour les enfants et sans vouloir tout changer, mais effectivement voir comment on apprend les langages et puis aussi il y a l'accompagnement. Donc à Clichy, il y a un gros effort aussi avec des associations, des bénévoles, y compris des parrains, des gens qui sont des jeunes retraités ou des cadres d'entreprise qui aident les jeunes pour les devoirs, les cours du soir, parce que c'est aussi, il y a un accompagnement familial et d'autres qui n'ont pas. Et la famille, elle n'existe pas, ou parfois il n'y a qu'un parent. Donc le soutien, on est en train de développer l'école des parents, on va faire le café des parents. Je crois qu'une partie de l'éducation des enfants, à l'avenir aussi, passe par l'éducation des parents. Les aider à voir avec eux comment accompagner leurs enfants dans leurs devoirs, dans leurs aides, etc. Je crois qu'il y a une demande. Il y a des familles qui le demandent, d'autres qui sont paniquées. Il y a des enfants qui peuvent pas parler avec leurs parents. Il y en a d'autres qui ont la chance dans ce domaine. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas d'éducation des enfants pour lutter contre l'inégalité sans un investissement vis-à-vis des parents. Et quand il n'y a pas les parents, on peut trouver le parrainage qui peut compléter le dispositif. Mais les enfants peuvent pas se débrouiller, les petits notamment, se débrouiller tout seuls sans l'assistance des familles. Vous avez parlé, monsieur Gilles Catoire, de nouvelles technologies. C'est bien beau aujourd'hui de dire les nouvelles technologies, c'est un bel outil, il ouvre des voies. Mais j'ai envie de vous poser la question sur la facture, pour ne pas dire la fracture numérique justement. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que tous les jeunes ont accès à Internet, ils ont leur petit ordinateur? Est-ce que aujourd'hui, c'est vrai qu'à Clichy, tout à l'heure, un élu du 90 disait que c'était pas les mêmes CSP, donc on n'est pas dans les mêmes catégories socioprofessionnelles. Donc bon,
Mais je crois que c'est important. Moi, mon petit-fils, c'est son cadeau de cette année, il a 10 ans, je lui ai offert un ordinateur, c'était sa demande. Et puis, vous pouvez lui offrir un cadeau, mais par exemple, les restaurants du cœur qui sont à côté, on met en place maintenant des ateliers d'informatique pour le public des restaurants du cœur qui ne peut pas tenir chez lui, où nous, il y a des bornes, il y a des lieux, etc., pour que le public défavorisé, au niveau des offres d'emploi, des autres, puisse y accéder. Mais je crois qu'au niveau des jeunes, c'est plutôt le problème par rapport aux enseignants ou parents qu'on a du mal à suivre. Mais que fait la mairie, justement, pour lutter contre la fracture numérique? En équipant les équipements scolaires, nous avons aussi une association 92 médias, nous avons des activités dans les maisons de quartier. Il y a même les clubs des internautes du 3e âge, vous voyez, parce que pour les personnes âgées, maintenant, moi j'ai une centenaire, j'offre toujours un cadeau au centenaire, elle m'a demandé pour son cadeau pour son centenaire un scanner pour son ordinateur, vous voyez. Donc vraiment, je pense que ces choses sont en train de bouger très fortement. Et vous avez un budget spécifique à cette problématique? C'est dans le budget et surtout de numériser la mairie. Moi, j'ai une ville jumelle dans l'arrondissement de Landsutworth, il n'y a plus de bureau, il n'y a que le bureau du maire, c'est des étages entiers, j'ai visité, et donc le passage au numérique par rapport au papier, et tout ça, il y a aussi qui est un moyen d'économie aussi dans la ville, donc c'est la numérisation aussi même du fonctionnement de la mairie. Alors vous avez parlé de scanner, et nous on est en train de scanner plus ou moins la ville de Clichy. On a parlé du système éducatif, on a parlé de l'école de la deuxième chance. J'ai envie d'évoquer avec vous aussi la question de la sécurité. Bien sûr, c'est un épineux problème. On a vu ces derniers jours à Clichy se répéter bien sûr des... Pas Clichy, mais enfin à côté. Oui, à côté, oui, mais c'est pas loin. Des accidents assez fâcheux. C'est vrai que globalement la ville n'est pas à feu à fort, mais nous avons des poches bien identifiées à l'entrée de ville ces derniers temps, à Berge-Seine, où il y a eu des réunions avec les habitants qui se consignent des signaux de détresse. J'ai, par contre, dans le quartier Sanzillon, qui est à côté, réussi à régler des problèmes d'occupation des halls d'immeubles avec des condamnations, avec interdiction de revenir. J'ai mis aussi une société de surveillance avec le FINHM. Donc, en travaillant avec les bailleurs, avec les copropriétés, on peut régler un certain nombre de problèmes. Mais effectivement, il y a un flottement. Les syndicats de police le disent, il y a un flottement de la police. Je crois que de la police nationale, il y a une crise du service public, de la police et de la justice. Ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux, ça a forcément des conséquences dans ce domaine. Et surtout, je voudrais dire un mot, parce que de ce qui s'est passé au tribunal de grande instance de Nanterre, le président du tribunal a lancé un SOS, des postes de juges vacants, notamment des juges pour enfants, avec même avant qu'il y avait la grève des magistrats, d'un retard énorme dans ce domaine. En plus, les relations avec un parquet qui sont très particulières et très très tendues, même si nous on arrive à travailler avec le parquet de Nanterre. Et donc cette crise de la justice et de la police, elle a des conséquences sur la vie quotidienne des gens. Et je crois que quand on parle de défense du service public, c'est pas seulement de la théorie. Je crois qu'il est temps de remettre des moyens dans ce secteur. Nous avons un contrat d'action de prévention. Les caméras nous ont permis d'éviter des viols, d'éviter des agressions, d'agir dans ce domaine. Mais on fait aussi beaucoup de prévention, on a des médiateurs, on a tout ce partenariat, mais c'est vrai que globalement, il y a un échec. Et pourquoi est-ce qu'on investit beaucoup plus dans la vidéosurveillance plutôt nous, on investit ou la caméra plutôt que dans une police de proximité? Justement, l'État a reculé. À Clichy, on a obtenu à nouveau une police de proximité sur le secteur Victor Hugo. Elle commence à se refaire aujourd'hui, mais c'est pas suffisant. Et non, il faut absolument mener tout de front dans ce domaine. Mais je crois qu'il y a vraiment un effort dans ce domaine et des effets d'annonce qui ont été faits par le président de la République, par le gouvernement, qui ne sont pas suivis de réalité en ce moment et qui sont un danger politique parce qu'effectivement, je le sens, moi je le dis parfois à mes amis de gauche, vous agitez, vous dispersez, l'extrême gauche doit rajouter, mais je le dis, je pense à mes amis verts ou du Front de gauche, ils font beaucoup de bruit, mais ils font tellement de bruit qu'ils vont se retrouver derrière le Front National dans les urnes. Moi, c'est ce que je sens actuellement. La crainte du 21 avril, peut-être. Très sérieusement, on le sent. Moi, je vois bien que dans des réunions, tout ce que je vous ai dit sur les jeunes tout à l'heure, dans une réunion de quartier, je me suis fait huer, siffler, simplement pour dire qu'il n'y avait pas que des voyous parmi les jeunes, mais parce qu'il y avait aussi des jeunes Bac+5, il y avait des doctorats qu'on aidait, etc. Pour les gens, il fallait prendre tous les jeunes, les mettre tous en prison. Alors, vous faites bien de parler effectivement de cette campagne. Vous avez vu la déclaration faite par Copé, qui annonce effectivement un débat national sur la place de l'islam au sein de la République. Après le débat sur l'identité nationale, aujourd'hui, on va vers un autre débat et visiblement, ça va être des thèmes de campagne. Alors, peut-être un mot sur cette déclaration, mais aussi la place de l'islam de la ville de Clichy. Écoutez, nous avons un problème qui n'est pas réglé de lieu de culte musulman. Nous en parlerons après la campagne. Nous avons fait appel à des organisations. Il y a un conseil régional du culte musulman. Nous sommes dans l'attente puisque moi, j'avais plusieurs projets. J'ai nommé un expert pour les tribunaux pour voir les questions financières qui sont très sensibles. On le voit dans d'autres villes. Pour l'instant, je trouve que ce dossier devrait avancer plus vite. Je vais réunir, mais j'attends
après les élections, parce que je vais pas tout mélanger. Alors les fidèles de Clichy ne prient pas sur les trottoirs, en tout cas. Les fidèles de Clichy ont un lieu provisoire, c'est pas satisfaisant. Nous avons un terrain qui, depuis 5 ans, mais la loi de 1905 ne permet pas à la ville de le faire. Si la ville pouvait construire comme elle construit une école, ça serait déjà fait. Et donc, on a des freins actuellement. Il faut régler ce problème. Mais je pense que ne parler que d'une seule religion, si on doit parler des religions, il faut parler de toutes les religions. Par exemple, on a aussi une communauté catholique, orthodoxe, juive, protestante. On a des francs-maçons. On a toute la diversité philosophique et religieuse dans cette ville. Et je crois que, je veux bien qu'on parle des religions, mais il y a eu le discours de Latran aussi par rapport à l'Église catholique. Je crois que la façon d'aborder ce dossier est extrêmement malsaine. Il n'empêche qu'il y a un problème. Effectivement, il y a aussi une sensibilité. Je crois que, par exemple, dans les écoles, à veiller à ce qu'il y ait des gens de toutes les religions, de toutes les origines, donc au respect des uns et des autres, et d'éviter les pressions qui peuvent exister en faveur de telle ou telle religion. Donc, on l'avait vu également au lendemain des déclarations faites par Marine Le Pen, pour ne pas la citer, un sondage qui a été commandé par le quotidien Le Monde, un grand sondage, où on découvre que l'islam, selon bien sûr des Français, a une proportion assez forte, constitue une menace et un danger pour l'identité de la France. Je crois qu'il faut lutter contre ça. Il faut montrer à travers les choses au quotidien, à travers aussi un débat culturel. La vie culturelle est importante, la vie sportive dans tous les domaines. Je crois que c'est aussi le travail au niveau local. Je crois que le travail au niveau local qui doit se faire à tout le monde, mais il y a effectivement une urgence. Maintenant, il y a peut-être un certain nombre de pratiques qu'il faut avoir le courage de refuser. Et là, on va avoir la Journée internationale des femmes le 8 mars. Bon, moi, je suis pour l'égalité entre les femmes ici et partout, et que je pense qu'elles veulent s'exprimer dans ce domaine et qu'elles ont aussi l'égalité de droit avec les hommes, et que là, il y a un véritable débat et qu'il n'y a aucune faiblesse à avoir vis-à-vis de pratiques qui feraient que les femmes seraient dans l'exclusion. Justement, dehors des femmes, comment faire en sorte pour ne pas opposer les uns aux autres, les communautés alors justement, au niveau local... J'opposerais à la citoyenneté. C'est le microcosme de la société. Justement, la chance qu'on a avec Clichy, c'est que les gens ne vivent pas séparés par communauté. Moi, je les vois par quartier, ils se regroupent, de faire cette mixité sociale aujourd'hui. J'ai l'impression que dans la nouvelle génération, ça se passe plutôt bien dans ce domaine. Mais c'est vrai que certains ont essayé, y compris à droite chez nous, de monter les uns contre les autres. Il y a quelques années, on me reprochait que dans une ville marocaine, il y avait trop d'Algériens à la mairie. Maintenant, j'entends plus que ça. Il y a quelques années, c'était il y a tout pour les Arabes, rien pour les Noirs. J'entends plus ça non plus. Et que vous avez fait justement au niveau. Voilà, j'ai même entendu, à un moment qu'on favorisait les Sénégalais par rapport aux Mauritaniens. Ça n'a pas pris non plus. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut dépasser. Et alors, vous avez instauré un système de quotas? Moi, pas du tout, mais sans le faire exprès, si vous voulez. Mais on a la chance dans notre administration communale, au plus haut niveau. Je pourrais citer tous les cadres, mais je ne vais pas les nommer, mais de gens de très grande origine de diversité au niveau de pas seulement des balayeurs, mais de la compétence élevée, au niveau des élus aussi. Donc je crois aussi que c'est une crédibilité quand le gardien il a aussi de la diversité de l'immeuble. Les gens ne peuvent pas dire que c'est un fasciste du Front National quand il leur demande de pas pisser dans un escalier. Je veux dire, quand c'est un boulanger qui est burkinabé qui fait une pétition contre le bruit dans son immeuble, c'est parce que lui il travaille la nuit, il a envie de dormir. Je pense qu'on peut pas dire non plus qu'il est du Front National. Récemment, j'ai un président d'amicale de locataires tunisiens qui s'est fait traité de harki par des jeunes, on peut pas dire qu'il est du Front National. Donc là, je crois que la demande de sécurité, elle vient justement des populations modestes de la diversité qui sont les premiers à vouloir que dans les quartiers où ils vivent, il y a la sécurité pour leurs enfants. Et je disais effectivement, le meilleur exemple peut venir effectivement de localités de ce type-là, de villes, qui peuvent effectivement donner la meilleure image d'une cohésion sociale réellement existante. Alors, à la ville de Clichy, bien sûr, on n'est pas à Nice. Je crois aussi, on parlait de difficultés, les gros problèmes qu'on a actuellement, parce qu'il y a eu de gros soucis, on travaille beaucoup ensemble avec les villes des autres communes, c'est les bagarres entre jeunes d'une commune à l'autre, vous voyez, entre jeunes de Clichy, d'Asnières, de Gennevilliers, etc. Donc nous, on essaie de faire des actions communes, sportives, culturelles, disons, dépassons ces clivages. Et c'est pour ça qu'on est très en retard. Dans l'agglomération parisienne, par exemple, sur la question de la communauté urbaine à Lille, à Lyon, je dis souvent à Marseille, l'OM, c'est pas seulement la ville, mais c'est 125 communes, la communauté urbaine. Pareil à Londres, nous, le Paris Saint-Germain, c'est pas encore ça. S'il veut qu'il gagne, il faut qu'il y ait le Grand Paris. Donc, tout le travail qu'on fait à Paris Métropole, au Grand Paris, avec aussi un projet de communauté d'agglomération, c'est que ça peut pas se régler dans le cadre d'une seule commune. Donc, il faut qu'il y ait vraiment une intercommunalité forte pour gérer tous ces échanges, que ce soit
pour le plan économique, que ce soit sur le plan de la formation, que ce soit sur le plan de la sécurité. Alors, vous avez parlé du Grand Paris, ça me permet effectivement d'informer nos auditeurs sur jeudi prochain. On aura le plaisir de recevoir Annick Le Petit, qui est donc de la même famille politique que vous. On parlera effectivement des transports. Alors, on peut vous annoncer quand même que la bonne nouvelle, c'est dans l'accord qui a été fait sur les transports, qu'il y aura une station de métro tout à côté d'ici, à la limite de Clichy-Saint-Ouen sur la ligne 14, et puis dans la prolongation du tramway T3, une station de tramway à la Porte Pouchette. Donc vous allez être très bien desservis. On va être bien desservis. Alors, peut-être une question avant l'appel à la prière, et la transition est toute faite. Il y aura une mosquée un jour à on espère bien. Pour l'instant, il y a un lieu provisoire qui ne peut pas être. L'objectif, il est bien de la construire. Le terrain existe et maintenant, il faut que le projet soit lancé. Donc, la ville est prête à délivrer le permis de construire. On est sur un mode de financement. J'ai envie de vous titiller un petit peu, monsieur le maire, si vous permettez. Ça fait 25 ans que vous êtes donc maire de la ville de Clichy, Il faut dire un quart de siècle, c'est quelque chose. Combien est-ce que vous avez des chiffres Est-ce que vous avez un chiffre peut-être à nous annoncer? Combien de Clichychois vous recevez par exemple dans l'année? Allez, donne-moi un chiffre. Moi, je dirais à peu près 500, mais comme j'ai rien que pour le logement, 500 demandes rien que pour le logement, donc j'ai mis en place un système de collaborateurs, des chargés de mission. Est-ce que vous les recevez directement? Je peux pas recevoir tout le monde à moins d'y passer mes nuits. Donc mais 500 c'est quoi 500 c'est pas directement. Non, disons, je reçois tout ce qui est pas le logement moi-même, mais tout ce qui est logement, j'ai mis en place un système avec des chargés de mission qui, comme on fait pour les assistantes sociales ou qui reçoivent d'abord les gens, il faut un premier tri d'urgence et après je vois, mais là rien qu'avec le logement, même en y passant mes nuits, j'y arriverai pas parce que je peux pas les recevoir tous moi-même. Donc forcément, il y a un moment, il faut déléguer. Mais j'essaie pas seulement de les recevoir, mais d'aller sur le terrain. Je fais des permanences dans les mairies annexes et puis j'ai mon petit carnet sur moi. Je vois autant de gens dans mes visites dans la rue, dans les rencontres que je fais maintenant de plus en plus sur Facebook aussi, Internet, que dans les rendez-vous. Il y a vraiment. Donc vous vous considérez comme un maire très proche des. Écoutez, mes adversaires en général disent qu'on dira jamais qu'on ne voit pas, on dira qu'on ne voit trop. Donc c'est plutôt un compliment. Oui. Alors si vous êtes à l'écoute et vous voulez contredire monsieur le maire, n'hésitez pas à l'appeler au 08 92 23 34 00. On a encore 3 minutes à passer ensemble. Mais comme j'ai pas toujours bon caractère, je me fâche parfois aussi parce que je suis un peu perfectionniste, j'aime bien que les choses tourneront. Voilà. Alors, donc, on essaiera dans cette émission, bien sûr, de ratisser très très large, ne pas oublier des secteurs qui intéressent, bien sûr, les habitants, bien sûr, les Clichychois, les Clichychoises. Alors, on a parlé de la sécurité, on a parlé de l'école, de la formation, de l'emploi. Parlons de santé, à présent. Alors, santé, il y a à la fois du positif, puisque nous avons un centre municipal de santé très actif. Mais visiblement, il va y avoir de grands chamboulements à Clichy, puisqu'on parle de la disparition des services d'urgence à l'hôpital Beaujon. Déjà fait la nuit, le regroupement avec Bichat, on veut nous forcer la main. J'ai été reçu par Madame Faugère la semaine dernière, c'est mardi, excusez-moi, la nouvelle directrice générale de l'assistance publique qui se rend bien compte qu'il y a un paradoxe. Dans le domaine des transports, on a réussi un compromis, les élus, le gouvernement. Là, la santé, ils décident tout seuls dans leur coin, puis les élus n'ont rien à dire, ni les maires, ni les conseillers généraux, etc. Et ce système, par exemple, de regroupement Bichat-Beaujon est catastrophique. Je vous parlais du projet de tramway qui va faire de savoir des maréchaux. La ligne 14, qui va aussi fermer pendant 2 ans le boulevard Victor Hugo à Saint-Ouen, si bien que le Bichat va être inaccessible alors qu'on veut fusionner avec Beaujon. Donc il y a vraiment là une dégradation du service public qui est le problème le plus grave qu'on ait à gérer actuellement. La population est très mobilisée. Mais visiblement, la décision a été gelée pour justement... je crois que vraiment il y aura des élections aussi, le présidentiel législative en 2012, il y a déjà des cantonales, c'est aussi un moyen, un vote de protestation fort. Je crois que sans un changement politique, la politique actuelle... et puis la plupart des médecins, qui sont pas tous des gens d'extrême gauche, qui mettent des grands patrons, qui manifestent, etc. Je crois que là, il y a une situation qui est catastrophique dans ce domaine et qui est dangereuse pour les vies humaines aussi. Alors, pour les vies humaines, justement, concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ça veut dire que les Clichychois peuvent être privés d'un hôpital très proche d'eux, quand on a que Beaujon va disparaître, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, pour l'instant, c'est par étapes, mais on va le tuer progressivement pour soi-disant faire un nouvel hôpital à un endroit où on ne sait pas où il sera, mais qui ne sera pas avec dans Clichy. Donc, ça veut dire que des gens qui ont une crise cardiaque, qui ont des urgences, qui ont des choses, la maternité qui est remise en cause aussi, fait que on est dans une contradiction. On nous dit il faut densifier la première couronne, construire plus de logements, on le fait, nous, avec Clichy. Oui. Mais en même temps, vous aurez plus d'équipements. Et d'un côté, on nous enlève notre tribunal. Les pompiers, c'est maintenant partagé Saint-Ouen sur Saint-Ouen et Levallois. Et donc, on réduit les services. Il y a une contradiction totale dans ce domaine. Donc, il y a une régression des services publics qui est fondamentale. J'étais plus nuancé sur l'éducation avec Clichy, mais vraiment le point noir, c'est effectivement la santé. Et il faut que
on a une reprise du pouvoir. Si vous voulez, l'État décide tout seul dans ce domaine. L'agence régionale hospitalière, c'est une structure d'État. Il faut donner le pouvoir aux élus dans la matière de la santé. Moi, le 7 avril, aux Assises nationales des maires d'Île-de-France, je vais animer un atelier santé avec tous les maires et on va mettre les pieds dans le plat, vous me connaissez. Voilà l'information bien sûr à retenir, et on terminera bien sûr un mot sur le sport. Visiblement la ville de Clichy est très engagée dans le mondial du rugby. Alors, écoutez, c'est l'année, je crois que 2011, faut un peu oublier la politique, c'est l'année du mondial, mais j'ai simplement dit à Martine Aubry qui avait peut-être oublié un petit détail, c'est que les fameuses primaires du PS, ce sera un moment que les finales du rugby, alors peut-être on espère que l'équipe de France sera encore là en Nouvelle-Zélande, mais nous on est très actifs. La semaine prochaine, je vais à Londres voir Serge Bensen, notre ancien capitaine, qui mène une action, et donc on espère en tout cas que le fair play du rugby, qui joue beaucoup en matière de citoyenneté, eh bien va s'appliquer dans beaucoup de domaines, et on espère que la France va gagner. Voilà, un maire qui reste très actif après 25 ans, donc à la tête de la ville de Clichy. Merci Monsieur Gilles Catoire, merci à vous, amis auditeurs. Je vous laisse en compagnie de Fathi Nagar en vous souhaitant une excellente soirée à l'écoute des programmes de Radio Orient.